Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'après-midi info à 16h. Après le Liban, la France appelle ses ressortissants résidant en Iran à quitter temporairement le pays alors que le Proche et le Moyen-Orient sont en proie à de vives tensions. En Israël, une attaque au couteau a fait 2 morts près de Tel Aviv. Un mort et un blessé grave cette nuit à Marseille. Un automobiliste qui s'était fait voler sa montre de luxe à l'arraché a poursuivi le conducteur et le passager d'un scooter. Le point sur l'enquête dans cette édition. Les Jeux Olympiques, une réussite dont se félicite la ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra. Nous en sommes à 42 médailles pour le moment. La dernière vient du tennis de table, le bronze pour Félix Lebrun. Et nous retrouverons dans un instant Antoine Forestier qui est aux côtés de nos cyclistes qui ont fait hier médaille d'argent, médaille de bronze. Et puis le début de ces vacances pour les Haussiens, ils étaient attendus avec impatience hier. Après un mois de juillet plutôt difficile, août s'annonce bien meilleur pour les professionnels du tourisme. Nous irons en Gironde dans ce journal. Et d'abord, donc, les inquiétudes face à une escalade militaire au Proche et au Moyen-Orient qui se multiplie. Le Hezbollah affirme avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. Clotilde Bigot, vous êtes là à Beyrouth, au Liban, pour BFM TV. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France a invité ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible. Oui, exactement. Donc les ressortissants français sont appelés à quitter le Liban, en effet, dès que possible. Mais alors, c'est plus facile à dire qu'à faire ici au Liban, notamment parce que Air France et Transavia ont annulé tous leurs vols jusqu'à mardi. Et les vols après sont forcément hors de prix. La plupart des Français que j'ai rencontrés ici, que je connais, eux ne souhaitent pas vraiment quitter le Liban. En fait, tout le monde a plus ou moins une solution de repli, soit quitter Beyrouth et aller quelque part dans la montagne, ou alors tout simplement rester chez soi dans un quartier où le Hezbollah n'est pas présent, car il y en a beaucoup. Et donc, voilà, l'ambiance ici, en plus nous sommes le 4 août aujourd'hui, il y a la marche derrière moi. L'ambiance est lourde, l'ambiance est tendue, mais il n'y a pas de panique générale au Liban et non plus à Beyrouth, malgré toutes les chancelleries occidentales, en tout cas la plupart, qui demandent à leurs ressortissants de quitter le Liban. Merci pour ces précisions sur place, Clotilde Bigot, en direct donc du Liban. Et on en parle également avec nos invités. Bonjour Laurent Sabouret, vous êtes touriste français, hein. Vous êtes au Liban, vous y avez été depuis plusieurs années maintenant. Et pour l'instant, vous n'avez pas l'intention de quitter le Liban. Pourquoi ? Écoutez, la situation se complique, mais pour l'instant, c'est plutôt une atmosphère d'attente. On se demande ce qui va se passer. On ne pense pas, en tout cas les gens à qui je parle ne pensent pas qu'il y aura de conflits généralisés comme il y a eu en 2006 par exemple. On pense plutôt à des frappes potentielles localisées. Et dans ce cas-là, voilà, on attend un peu de voir ce qui va se passer. On reste dans des zones un peu safe. Comme votre journaliste le disait, il y a des zones où le Hezbollah n'est pas présent. Donc voilà, moi j'ai passé quelques jours à la montagne à 1 heure de Beyrouth, voilà, qui est une zone a priori très safe. Là, je suis revenu à Beyrouth, mais dans le quartier chrétien, donc je me sens en sécurité. Voilà, on attend de voir comment les choses évoluent, mais pour l'instant, je reste. Donc pour l'instant, vous ne tenez pas compte des recommandations du Quai d'Orsay ? Non, c'est peut-être pas très raisonnable, mais je suis relativement confiant. On attend de voir ce qui se passe. Si jamais il y avait des frappes importantes, des frappes sur les infrastructures, sur les ponts, sur l'aéroport, là, évidemment, la situation serait différente. Il faudrait trouver une solution, mais voilà, moi j'ai pas besoin de rentrer immédiatement en France, donc je prends mon temps. Certaines compagnies ont suspendu leur vol, mais pas toutes. Les petites compagnies proposent des façons de rentrer en France via des escales dans les pays arabes, dans les pays d'Europe de l'Est par exemple. Voilà, donc il y a encore des vols, on peut encore partir, il y a encore des solutions, donc moi je fais partie de ceux qui sont d'avis de rester. Comment vous et les autres Français qui sont présents à l'heure actuelle au Liban sont prévenus par les autorités françaises des risques sur place et des consignes d'évacuation ? Écoutez, moi, j'ai pas été prévenu, mais bon, vu toute l'actualité, l'information, elle est quand même à portée de main. Et puis, on peut aussi aller sur le site du consulat où il y a une sorte de fil d'actualité avec des recommandations. On peut aussi se signaler, donner son numéro de téléphone si la situation se complique. Voilà, mais bon, tout le monde en parle, c'est quand même dur de passer à côté, quoi. Vous restez avec nous, Laurent Sabouret. Nous sommes également en direct avec Laurent Aubaine, grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem et au Moyen-Orient. La France, donc on l'a dit, qui invite ses ressortissants à quitter le Liban et l'Iran dès que possible. Et pendant ce temps, en Israël, ce matin, il y a eu cette attaque au couteau près de Tel Aviv qui a fait 2 morts. C'est inquiétant, tout ce qu'il se passe actuellement. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est un mot qui me dérange, mais c'est une routine.
presque quotidiennes aujourd'hui en Israël. Il y a des attaques quasi quotidiennes, effectivement, que ce soit dans les grandes villes et dans les territoires occupés en Cisjordanie. Les Palestiniens, et en particulier à Jérusalem, essayent de s'attaquer ou à des civils ou à des militaires. C'est une situation qui perdure, et la tension environnante qui augmente un peu tous les jours n'aide pas à ramener effectivement le calme et la sérénité, ni dans les villes, ni à la capitale Jérusalem, ni dans les territoires occupés. Oui, un triste quotidien, vous le dites, pour les habitants d'Israël. Est-ce que tout de même vous constatez une sorte d'embrasement, notamment depuis les assassinats des numéros 1 du Hamas et du Hezbollah mercredi ? Embrasement, qu'est-ce que ça veut dire embrasement? Tout le monde parle d'embrasement, de tournant, d'escalade. Effectivement, c'est une étape supplémentaire, mais je pense que les Israéliens aujourd'hui sont dans une situation qu'ils connaissent malheureusement depuis des années. Ils sont en alerte permanente. Les autorités militaires et civiles ont demandé à la population de vivre le plus normalement possible, de se préparer à des attaques, de ne pas trop s'éloigner éventuellement des abris. L'espace aérien dans le nord du pays a été pendant plusieurs heures fermé. Voilà, c'est une ambiance pesante. Moi, je vois les gens que je connais en Israël qui mettent des mots, qui nous envoient des messages. Le matin, ils prennent ça avec bonne humeur. Ils disent bah, ce matin, je suis encore vivant, il ne s'est rien passé, quoi. Donc tout le monde s'attend à quelque chose. Quoi? Où? Quand? Comment? Pas de réponse pour l'instant. Et pendant ce temps-là, il y a une forte mobilisation diplomatique pour éviter une déflagration sur la frontière israélo-libanaise. Est-ce que vous pensez que la France et les États-Unis peuvent jouer un rôle? Les États-Unis, sûrement, avec les moyens militaires qu'ils déploient en ce moment. Il y a des cartes qui sont publiées par le Pentagone qui montrent le déploiement énorme de bateaux, d'avions, de batteries antimissiles un peu partout dans la région pour prévenir une escalade généralisée. Ça, c'est une pression diplomatique et militaire des Américains. Les Français, eux, sont plus discrets, ils sont actifs au Liban, on le sait, ils essayent de trouver des solutions, pour l'instant, malheureusement, sans succès. Laurent Sabouret, on vous retrouve, vous êtes, je le précise, un touriste au Liban. Malgré tout ce qui se passe actuellement, est-ce que la vie continue de suivre son rythme habituel, notamment à Beyrouth ? Alors la vie continue absolument. C'est assez étonnant pour celui qui ne serait jamais venu. Il y a énormément de fêtes, il y a des concerts le soir dans Beyrouth avec 10 000 personnes. Il y a quand même quelques événements qui ont été annulés, des concerts ou des mariages, mais la vie continue. Quand le numéro 2 du Hezbollah a été assassiné il y a quelques jours, moi j'étais à la terrasse d'un café. J'étais honnêtement le seul à être sur mon téléphone nerveusement, à essayer de savoir ce qui se passait. Les gens continuaient à trinquer, à rigoler, à boire. C'était très très étonnant à voir. Puis il faut comprendre qu'ici il y a des secteurs, il y a des zones, il y a une sorte de petite partition, on va dire, qui ne se dit pas, et donc d'un quartier à l'autre, les choses sont complètement différentes. Donc si vous êtes dans un secteur chrétien ou un secteur druze, évidemment les gens se sentent assez protégés, quoi. Oui, et Laurent Sabouret, il y a aussi cet autre événement. Il y a 4 ans, jour pour jour, il y avait cette explosion au port de Beyrouth. Et il y a donc des célébrations aujourd'hui qui sont menées, des commémorations. Est-ce que ces événements sont particulièrement sous surveillance ? Écoutez, moi, je viens de descendre de la montagne. J'étais à peu près à 1 heure de Beyrouth, là, donc je viens de traverser, passer devant le port où effectivement j'ai vu des processions, j'ai vu un certain nombre d'événements. Je pense que c'était plutôt dans la journée. Il n'y avait pas énormément de monde, donc ça devait être plus tôt. Mais il y a des choses aujourd'hui. C'est une journée un peu spéciale. Bon, même si on est dimanche, c'est forcément un jour un peu calme, mais c'est quand même un jour très particulier et particulièrement dans ce secteur de Beyrouth où je me trouve. Merci beaucoup Laurent Sabouret, donc touriste français au Liban, d'avoir été avec nous, et merci aussi à Laurent Auben, grand reporter et ancien correspondant à Jérusalem et au Moyen-Orient. Dans l'actualité aussi de ce dimanche, à Marseille, un automobiliste a percuté délibérément 2 voleurs en scooter. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état critique. Cloris Plogard, vous êtes à Marseille. Cloris, que s'est-il passé ?
Il est aux alentours de 23h dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'un homme en scooter transportant derrière lui un autre passager s'en prend à un automobiliste pour lui voler une montre de luxe. Vol à l'arraché capté par la vidéosurveillance. À bord de sa voiture, l'homme rattrape alors le voleur au niveau de cette place juste derrière moi et provoque un accident avec le deux roues sous les yeux des clients des bars en terrasse qui se mettent à crier et à courir. L'automobiliste récupère la montre dérobée avant de prendre la fuite. Le conducteur du scooter décède malgré des premiers soins prodigués par des témoins, puis l'intervention des pompiers. Son passager est gravement blessé avec un pronostic vital engagé. Quelques heures plus tard, la police interpelle 2 individus dans les quartiers nord de Marseille à proximité d'un véhicule incendié. À ce stade, on ne sait pas s'il s'agit de celui de l'automobiliste. La division centrale territoriale a été saisie pour poursuivre l'enquête. Ce que l'on sent ici, en tout cas au lendemain des faits, c'est que l'émotion est encore très vive dans le quartier du Panier. Cloris Plogard avec Nicolas Carme pour BFM TV. Ce genre de scénario est rare, comme nous l'a indiqué tout à l'heure Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. Ça arrive rarement, très rarement. D'ailleurs, c'est vrai que, alors moi je ne suis pas évidemment là pour juger la situation parce que on a le résultat d'une course-poursuite entre une victime et 2 auteurs d'un vol à l'arraché. Ce sont les vidéosurveillances qui vont parler de la situation et de la façon dont ça s'est déroulé. Fort heureusement, c'est très rare parce que là on est dans l'émotion, le conducteur veut réagir instantanément et bien sûr le matin il s'est pas levé en se disant si on me vole une montre je vais tuer ou tenter de blesser grièvement 2 individus montés sur un scooter. C'est l'enchaînement de la situation qui a amené à ce drame et l'enquête nous déterminera dans quelles circonstances exactement. Alors on rappelle que certaines épreuves des Jeux Olympiques qui se tiennent actuellement ont lieu à Marseille. Ça amène beaucoup, notamment de touristes étrangers. Est-ce qu'il y a, selon vous, beaucoup d'agressions, de vols à Marseille cet été liés à ces événements ? Vous savez, malgré les Jeux Olympiques, on a notre quotidien et on relève, alors je n'ai pas des statistiques précises, mais on relève bien sûr des cambriolages, des vols, malgré la présence policière à Marseille qui est très très importante, très présente, puisque vous savez que nous n'avons pas de congé, donc nous concentrons sur les Jeux Olympiques à Paris, mais également à Marseille, mais également à Nice, dans le bassin méditerranéen. Malgré cette présence policière, où nous sécurisons un maximum la population, eh bien nous avons encore, bien sûr, des larcènes, des faits divers, des vols, des cambriolages. Ce qui est à relever, bien sûr, alors c'est très facile de parler comme je vais parler quand on est confortablement installé, c'est de ne pas réagir, de se défendre, oui, mais de ne pas faire justice soi-même. Mais bon, c'est encore une fois, je vous dis bien, suivant les situations, on doit non pas comprendre, mais entendre ce qui s'est passé hier soir dans le quartier de la Joliette, notamment à Marseille. Allez, on parle des Jeux Olympiques. C'est historique, une médaille française en tennis de table, le bronze pour Félix Lebrun, le brin de folie, le Français de 17 ans qui a battu le Brésilien Hugo Calderano en 4-7. C'est lui qui avait battu son frère Alexis en 8e de finale. Le phénomène du tennis de table, 5e joueur mondial, qui est le 2e pongiste français de l'histoire à monter sur un podium au JO au terme d'une épreuve individuelle. 32 ans après Jean-Philippe Gatien, c'était en 92 à Barcelone qui avait eu la médaille d'argent. Bravo Félix. On va jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles parce qu'on en est désormais allé à 42 avec 12 médailles d'or, 14 d'argent et 16 de bronze. On est à une médaille seulement du record de Pékin. Et pour revenir sur ces beaux moments que nous offrent ces Jeux Olympiques de Paris, retour hier sur cette victoire en cyclisme. Cyclisme français qui a vécu une journée incroyable lors de cette épreuve en ligne avec Valentin Madouas qui a remporté l'argent, Christophe Laporte le bronze, le tout dans une ambiance de folie. Antoine Forestier, vous êtes aux côtés de nos 2 médaillés français depuis le fameux Club France. Oui, aux côtés de Valentin Madouas et Christophe Laporte, les 2 médaillés en cyclisme. Hier, médaille d'argent, médaille de bronze. Honneur à la médaille d'argent. Comment vous avez réagi hier quand vous avez passé la ligne juste devant la Tour Eiffel? L'image était magnifique. C'était une surprise, on ne s'attendait pas forcément à ça. Et c'était vraiment un accomplissement et on a passé vraiment une super journée. Pour vous, il a fallu passer par un petit sprint à la fin. Vous y croyez à cette médaille de bronze quand vous avez su que votre copain était juste devant? Au moment où je sprint, je ne sais pas vraiment que je sprint pour la médaille de bronze, mais j'ai vite compris après la ligne, ils me l'ont dit. Je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher, mais je ne savais pas exactement quoi. Donc j'ai fait la course pour tout donner et ça a donné une médaille, donc je suis très content.
Le Belge était largement devant dans cette course. À un moment donné, il fait une crevaison pas loin de la ligne d'arrivée. Vous étiez au courant de ça ou vous l'avez découvert à la fin? Non, j'étais pas au courant, j'ai su après qui m'avait annoncé. C'est vrai qu'on n'a pas d'oreillette, on n'avait pas d'informations. Très peu, juste les écarts et on ne savait même pas que Christophe était derrière avec Julien. Donc c'est un peu une surprise. Mais de toute façon, ça ne changeait rien, il était plus fort. Il est plus fort et le voir déposer son vélo, prendre la pause juste avant de passer la ligne, ça fait mal en tant que Français devant la Tour Eiffel ou alors on s'incline devant la supériorité du voisin belge? Non, ça fait mal, bien sûr, on aurait aimé être à sa place, mais il mérite sa victoire, il était le plus fort, donc c'est du sport et c'est aussi beau quand c'est le plus fort qui gagne. Certains disent qu'on a revu une magnifique étape dans Paris avec des très très belles images. On n'avait pas l'habitude de ça avec le Tour de France. Est-ce que vous pensez que le Tour de France devrait faire un petit peu comme ça s'est passé hier, un beau parcours dans les rues de Paris avec Montmartre, avec tous ces endroits symboliques de la ville? Pour moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord. C'est le parcours des Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est une course à part entière. Et on a tellement vécu des belles émotions, il y a tellement eu de public, on risquerait d'être déçus si ça passe sur le Tour de France. Justement, au mot du public, vous avez déjà fêté cette médaille hier soir ici au Club France. Voir tout ce monde qui vous applaudit, voilà, regardez, ils sont tous encore autour de nous aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Non, c'est sûr, hier il y avait un monde incroyable sur le circuit et ici au Club France. Il y a une super ambiance et voilà, ça fait plaisir d'être soutenu comme ça et on en profite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Il y a une petite tradition, dès qu'on a des médaillés, on les montre à la caméra juste à la fin pour montrer ces belles médailles, la médaille d'argent, la médaille de bronze pour le cyclisme. Une première depuis quelle année? 1950 et quelques, non? 50 et quelques, je sais ouais, même pas. C'est ça faisait très longtemps. Bravo à tous. Magnifique ces médailles, ça fait plaisir. Depuis une semaine, il faut dire que les Jeux Olympiques sont une fête réussie et conséquence, touristes et supporters sont prêts à dépenser pour en garder un souvenir. Presque 1 heure de queue hier pour entrer dans la boutique des Champs-Élysées. Anne-Sophie Varmont, Juliane Roland, Marion Bercher sont allés à leur rencontre. Une file d'attente sur plusieurs centaines de mètres et des supporters prêts à mettre la main à la poche pour soutenir les athlètes. On se dit que si on a quelques équipements en plus, on sera plus visible dans le stade, quelques drapeaux, quelques t-shirts. Et vous l'achetez quoi prioritairement? Le magnifique t-shirt, le magnifique maillot. Comptez 90 € pour ce t-shirt siglé France. Si pour les deux frères, le budget ne dépassera pas les 100 €, certains se sont laissés dépasser par la multitude de produits dérivés proposés. Non, je ne pensais pas dépenser autant, mais voilà, tant que j'étais à la boutique, ça m'a pris du temps pour arriver. Je pense que j'ai bien amorti, voilà. Je ne suis pas loin des 200 €, non, c'est la folie. Mais chacun de ses proches aura un souvenir des Jeux. Ramener un objet estampillé Paris 2024, c'est ce qui fait le succès auprès des touristes étrangers. J'ai acheté une tasse, les Jeux Olympiques, un t-shirt pour mes enfants, pour se souvenir. Une fierté aussi pour les Parisiens. Ici c'est Paris, quoi. On va pas dire plus. Engouement aussi pour les Friges, mascottes des Jeux. On n'avait rien prévu du tout. On s'est dit, on verra. On a fait la queue, on a vu et on s'est fait happer par le truc de toute façon. Ça donne envie d'acheter quoi. Ils sont malins. Sur chaque produit vendu, un pourcentage revient au comité olympique. Une somme servant à financer le coût des Jeux de Paris 2024. Une belle réussite dont se félicite également Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports démissionnaire qui était l'invitée de BFM TV tout à l'heure. Pour le moment, tout se passe formidablement bien. On a une organisation qui est aussi irréprochable que possible sur les différentes dimensions. Il y a un embarquement de tous les territoires. C'est vraiment les Jeux de toute une nation. Vous savez, il y a près de 2 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié de la dynamique dans les fan clubs, dans les fan zones qu'on a déployées, plus de 160 à travers le territoire. On a plus de 100 000 personnes qui ont été invitées par l'État à assister à des épreuves à travers tous les territoires. On a plus d'1,5 million de jeunes, de familles qui partout en France bénéficient à un titre ou à un autre d'un été de sport remarquable à travers les dispositifs qu'on a déployés. Je pense notamment à ces 90 000 jeunes qui sont dans des colonies de vacances où on vit au rythme de l'olympisme, des valeurs du sport. Ça, c'est extraordinaire. Et puis cette réussite de nos athlètes, on touche du bois pour que ça continue. Il faut qu'on soit au rendez-vous de notre objectif qui est in fine d'atteindre ce top 5 des nations les plus médaillées. On est pour l'instant dans la plaque, on est 3e, mais on est talonné de près par le Royaume-Uni, par l'Australie, par la Corée, le Japon. Ça va être difficile jusqu'au bout, il faut s'accrocher, rester extrêmement concentré.
On parle aussi des débuts des vacances pour les Haussiens après le grand chassé-croisé du week-end. Les vacanciers qui sont arrivés à destination pour le plus grand soulagement des professionnels du tourisme. Léa Morel, Florian Gourdin et Edgar Becquet. Août, synonyme de vacances pour ce groupe d'amis lyonnais. Après plus de 7 heures de route, les voilà arrivés sur le bassin d'Arcachon. Ah bah oui, on est content, Après toute cette route. Place au montage de la tente. C'est compliqué quoi, je l'ai jamais fait mais bon c'est une découverte, une première fois à tout. Au programme du séjour, bronzage, baignade et sport. On va aller faire du surf, on a vu qu'il y avait des trucs de canoë qui pourraient être bien, je pense qu'on va faire du vélo. Un peu plus loin, Nicolas, Anne-Sophie et leurs enfants viennent eux aussi de traverser la France. Ils sont accueillis par le soleil. Dans le Pas-de-Calais, nous, on l'a attendu très très longtemps. Donc là, ça va. On est content de l'avoir et on espère qu'on va le garder pour toutes les vacances. Le soleil qui a fait défaut à la partie nord du pays pendant le mois de juillet. En Normandie, à Honfleur, ce restaurateur enregistre une baisse de fréquentation de 15 à 20% par rapport à l'année dernière. Alors, le mois d'août était attendu. On a déjà beaucoup plus de réservations pour le 15 août, pour la première quinzaine d'août. Pour ce midi, je pense qu'on fait environ 40 couverts de plus comparé à la semaine dernière, je pense. L'année dernière, 67% des Français sont partis en vacances pendant l'été. En août, les touristes sont plus nombreux, privilégient le littoral et sont accompagnés par la clientèle étrangère. Et parmi ces vacanciers, il y a ceux qui décident de prendre le camping-car. Ils ne seront pas aidés par cette panne qui en a mis de nombreux dans la galère avec cette application Park Fortnite, bien connue des adeptes du road trip et du voyage en van et en camping-car, qui a connu une panne de 48 heures, ce qui a bien embêté les vacanciers. Mathilde Couvillère, Joanne de Marle et Tom Beck. Là, actuellement, on cherche un endroit pour se garer, cet endroit au calme, pour pouvoir prendre une petite douche et pourquoi pas y passer la nuit. Normalement, on utilise l'appli Park Fortnite. Et là, le problème, c'est que l'appli a sauté. Lancio et sa copine sont débrouillards. En road trip dans le nord de l'Italie, près des Cinq Terres, le couple n'avait pas prévu que leur application fétiche tomberait en panne. Park Fortnite est censé leur trouver des endroits où stationner pour la nuit légalement, en sécurité et parfois même avec une belle vue. On trouve des spots pas mal, parce qu'en plus, on lit pas mal les commentaires sur l'appli, qui nous donnent de bons conseils. Et après, du jour au lendemain, l'appli a craché. Là, ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on perd du temps et on essaye de trouver des spots au moins où on peut se garer avec toute tranquillité. Donc on n'essaye pas de chercher vraiment les meilleurs spots avec la plus belle vue, mais au moins un endroit tranquille. Park Fortnite a connu une panne de 48 heures. L'équipe technique l'a annoncé sur une story Instagram. Notre serveur est en panne depuis hier soir. Notre équipe est actuellement à pied d'œuvre pour rétablir le service. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Même galère pour Alphonse et Béatrice. Quand je fais ça et puis que je veux chercher, voilà, ça me fait ça. En road trip depuis Cherbourg, le couple fonctionne à l'aveugle. Ils ne savent pas à l'avance où ils vont dormir, mais ils aiment se laisser guider par l'application. Tout de suite, on voit où c'est installé, si c'est gratuit. Très belle ville. Ah ouais, non, j'aime beaucoup cette application. Hier, en début de soirée, l'équipe de Park Fortnite a informé ses milliers d'utilisateurs que l'application refonctionnait normalement. On voulait aussi vous montrer une image de l'Etna qui est entrée en éruption tôt ce matin. Regardez ces images. L'aéroport de Catane en Sicile a dû du coup annoncer qu'il avait réduit le nombre des vols à l'arrivée en raison de la lave volcanique et de la fumée émise par le plus grand volcan en activité d'Europe. Ces images extrêmement belles et impressionnantes. 16h22, on vous parle de cette mésaventure qu'ont connue les propriétaires d'une maison touchée par des infiltrations d'eau. C'est à Saumur. Infiltration à cause des fortes précipitations de ces derniers jours. Et depuis la fin du mois de juin, ils dorment sous une tente dans leur jardin, car ils ne sentent plus en sécurité dans leur maison qu'ils jugent désormais inhabitable. Reportage de Gwénola Scalif et Marion Bercher. Voilà, depuis le 29 juin, nous dormons dans cette toile de tente. C'est devenu un quotidien difficile à vivre. La famille habite cette maison depuis 7 ans et dès leur installation, à chaque pluie, de l'eau s'infiltre dans les murs. Mais c'est en juin dernier que leur situation bascule à cause de fortes précipitations. L'eau est rentrée par le plafond, par les fissures, par les spots électriques. Et il y a une grosse quantité d'eau qui s'est déversée dans la maison. Alors seule avec leur enfant, Tonia prend conscience du danger. Léon était en train de pousser la table, les chaises pour mettre en sécurité.
Et c'est là que je me suis rendu compte que ses pieds étaient dans l'eau, que l'eau coulait par les spots. Et je me suis dit, mais là, non, on s'en fout des meubles, faut qu'on sorte. Depuis cet incident, leur fils est traumatisé. Léonce a très peur de l'eau. Voilà, ça le met dans des états, il peut partir en crise de panique, d'angoisse, il pleure beaucoup. Voilà, c'est compliqué pour lui à vivre ce quotidien. Depuis 2019, ils ont engagé une procédure judiciaire contre les artisans qui ont réalisé le toit et la charpente de leur maison. Une procédure toujours en cours. Alors aujourd'hui, le couple demande à pouvoir vivre dans une maison mise en sécurité ou alors à être relogé. Pour l'instant, leurs demandes auprès de leur assurance et des autorités sont restées sans réponse. Votre chronique, c'est les vacances, tout de suite. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Avec les matchs de l'été, comme chaque jour sur BFM TV, on vous propose les meilleures options de l'été. Aujourd'hui, c'est dauphin ou cheval. Cheval pour Fanny ? Cheval pour moi. Dauphin pour moi. Allez, c'est parti, on s'évade avec Antoine Corvère et Laura Baquet. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un mammifère marin mythique. Et moi, je vous emmène trotter en bord de plage. Alors, cheval ou dauphin. C'est vous qui choisirez. Pour voir les dauphins, il faut déjà bien observer l'horizon. C'est parti, Laura, on scrute. Bon, bah écoute, Antoine, en attendant que tu les trouves, tes dauphins, moi, je suis déjà sur mon cheval. Et d'ailleurs, Olivia, est-ce qu'on n'a pas la meilleure vue, en fait, du haut de notre monture? Bien sûr que si, ça nous permet vraiment de prendre une hauteur sur ce paysage qui est magnifique. C'est une sensation de force, de grandeur. Ça permet quand même de se sentir un peu aventurier dans l'âme. Une aventure de 2h30 le long du littoral. Regarde, Antoine, pas si mal de prendre de la hauteur. Laura, il y a des dauphins. Ah bah c'est pas trop tôt. Ce sont des dauphins communs, donc c'est ceux qu'on peut reconnaître grâce à leur plage beige assez caractéristique qu'ils ont sur l'avant des flancs. Ils viennent jouer avec nous en fait. Oui, tout à fait. En fait, ils viennent s'amuser dans les courants que forme le bateau en avançant. Ils sont vraiment très rapides, très agiles. Sur des accélérations, ils peuvent même atteindre 50 km/h. 50 km/h, Laura. Je sais pas si tu peux aller aussi vite avec ton cheval. Ils sont très beaux tes dauphins, Antoine, mais est-ce que tu peux leur faire des gros câlins comme ça? C'est tout l'intérêt des balades à cheval. Alors cheval ou dauphin, c'est à vous de choisir. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. La tendance est à l'amélioration pour ces prochains jours. Déjà ce dimanche, une belle amélioration dans le courant de l'après-midi est attendue avec le retour quand même de belles éclaircies, des températures beaucoup plus respirables. Demain matin, regardez ce qui se passe, c'est quasiment ce plein soleil qui va s'installer sur presque tout le pays. On va retrouver quand même à l'est un léger voile nuageux et puis quand même là, ces nuages un peu plus nombreux sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, le soleil résiste sur la majeure partie du pays. On retrouvera quelques averses orageuses sur les reliefs. Et puis toujours ces nuages qui restent bloqués sur la pointe bretonne. Alors vos températures, très temporairement, repartiront à la hausse ce lundi. Dans le courant de la matinée, on attend 9 degrés seulement à Cherbourg et 25 degrés du côté de Nice, le grand contraste, 16 degrés à Paris, 17 degrés ce sera pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, donc, une hausse des températures, à nouveau 35 degrés, souvent sur le littoral méditerranéen. Des températures qui grimpent aussi sur la moitié nord. On attend 32 à Lyon, 31 à Bordeaux, 30 à Paris, 29 degrés ce sera du côté de Lille, à peine 21 degrés à Brest, donc sous ce ciel plus nuageux. Mardi, on a à nouveau quelques nuages qui arrivent, quelques pluies aussi par la Bretagne, le Cotentin. Ailleurs, ça se voile, ça reste très ensoleillé dans l'est, toujours quelques orages sur les reliefs. Et puis les températures, donc après cette petite dégradation, devraient commencer à baisser mercredi. On retrouvera donc un temps un petit peu plus instable dans l'est notamment.
Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. C'est début de vacances pour les Haussiens. Après un mois de juillet en berne, les prévisions sont de meilleur augure ce mois-ci, à la faveur notamment d'une météo beaucoup plus ensoleillée, y compris dans le nord. Mais il faut rester vigilant sur les plages puisque les noyades ont quadruplé par rapport à l'an dernier. L'actualité à l'étranger, une attaque au couteau a fait 2 morts et 2 blessés près de Tel Aviv en Israël. Le suspect a été neutralisé. Cela intervient dans un contexte extrêmement tendu au Proche-Orient alors que la France a appelé ses ressortissants en Iran et au Liban à quitter ces pays. 42 médailles pour la France au JO. On approche le record de 43 médailles au JO de Pékin. Et ça continue de tomber. Dernière médaille en date, c'est celle du bronze pour Félix Lebrun, le petit génie du tennis de table à seulement 17 ans, qui fait figure de symbole pour cette jeunesse qui explose au JO, à l'instar de Victor Wembanyama ou encore Léon Marchand. Mais tout d'abord, le départ de ces vacances pour les Haussiens. Et la bonne nouvelle ce dimanche, c'est que toutes les vigilances oranges, à la fois canicule et crue, ont été levées. Et ce qui génère des températures à la baisse, qui sont plus fraîches, plus faciles à supporter. Laura Baquet, vous êtes sur la presqu'île de Gien hier. On respire un peu mieux sur le bord de mer. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui, surtout avec ce petit vent frais qu'on a de la chance d'avoir près de la mer. Regardez sur les images de Simon Pires, on vous fait rêver un petit peu avec ce dégradé de bleu et ces vacanciers qui profitent. Alors, je vous cache pas que le programme de la journée, pour la plupart, c'est quand même le farniente. Et surtout, on ne l'oublie pas, le petit beignet du 4 heures à la plage avec Gaëtan. Gaëtan, alors, il y a plus de monde cet après-midi ? Oui, il y a beaucoup de monde parce qu'on est un dimanche, les gens sont en week-end, donc ils viennent plus, ils viennent profiter de la mer. Ils ont bien raison. Vu comment il fait chaud, ils ont bien raison de venir profiter. Et moi, je voulais savoir, alors, comment on attire le client ? C'est quoi la petite phrase magique ? Vous pouvez nous montrer ? Bien sûr. Alors, attendez. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, mesdames, messieurs, c'est les chouchous, les beignets, les boissons fraîches, allez, les chouchous. Ah oui, il y a carrément la petite danse en plus. Allez. Voilà, c'est la petite phrase magique. Pardon ? C'est la petite phrase magique. C'est la petite phrase magique qui attire les clients. Bon, bah, on espère qu'en tout cas, ça marche pour vous. Et quand on regarde cette charrette-là, c'est pas un petit peu lourd quand même cet été à pousser avec la chaleur ? Ça, en vrai, ça va. Quand on le fait tous les jours, ça va, on s'y habitue, c'est assez rapide. C'est quoi la technique ? Vous pouvez me montrer ? Vous tendez les bras, vous mettez tout votre corps et vous poussez avec tout votre corps. Ouais. Avec les jambes et ça va, et ça pousse tout seul. Ça va et ça avance tout seul. Ok, bon alors je vais essayer de vous ramener quelque chose, un petit beignet pour la rédaction. Tendez les bras. Voilà, et allongez bien votre corps. Voilà. Voilà, et là. Ouais, alors c'est pas très simple. Je pense qu'à ce rythme-là, vous aurez peut-être votre beignet fin août. En tout cas, je vais m'entraîner un petit peu. Merci beaucoup Gaëtan, je vais m'entraîner un petit peu pour pouvoir vous ramener quelque chose. Beignet pomme pour Fanny, framboise pour moi. On a passé nos commandes. Tu nous as entendu, Laura ? Alors on se baigne encore dans les eaux encore chaudes de la Méditerranée, mais attention aux noyades. 10 personnes ont déjà perdu la vie cet été dans le sud de la France, 4 fois plus que l'an dernier. À cette période, les sauveteurs en mer appellent à la plus grande prudence. Reportage à Nice de Victor Labbé et Mathilde Couvillère-Flornois. Il est 7h du matin. Cette plage niçoise n'est pas encore surveillée. Ce sont donc les nageurs les plus aguerris qui se jettent à l'eau, comme Nadia, qui reste prévoyante. Là, je prends la bouée pour éviter des accidents. Je vais un peu plus de 300 mètres pour que on ne sait jamais s'il y a quoi que ce soit, ils me voient avec la bouée orange. À 10h, sous 29 degrés, les baigneurs sont plus nombreux dans l'eau. Du haut du poste de secours, les sauveteurs restent aux aguets, car cette année, le nombre de noyades a atteint un triste record sur la Côte d'Azur. 40 interventions ayant engendré 10 décès. C'est presque 4 fois plus que l'an dernier à la même période.
Les sauveteurs multiplient donc les messages de prévention. Les fortes chaleurs font que les organismes sont plus fatigués, déshydratés. Donc il faut être beaucoup plus vigilant. Aussi, c'est vrai qu'on a eu pas mal de noyades sur les personnes âgées. Aussi, un rappel pour les enfants. On voit souvent des parents bloqués sur le portable. Donc il ne faut pas les lâcher des yeux parce que ça peut aller très vite aussi. Les sauveteurs recommandent également de se baigner dans les zones surveillées, de ne pas aller trop au large et d'attendre après un repas pour se jeter à l'eau. Météo maussade en revanche dans la moitié nord du pays il y a encore quelques jours. Conséquence, les vacanciers français ont déserté les campings de ces secteurs au mois de juillet. Mais heureusement, l'horizon semble s'éclaircir avec le retour du soleil ces jours-ci. Illustration en Normandie avec Blandine Dalena, Laura Champion et Tristan Gorgeret. Dans ce camping au mois de juillet, seulement la moitié des mobil-homes étaient occupés. Une fréquentation bien en deçà des 80% habituels. Le départ est forcément un petit peu morose, avec le mauvais temps qui nous a quand même bien aidés. Et puis pour la clientèle française, il y a quand même eu la belle coupure due aux élections. Le mois de juillet, il est manqué, on ne le rattrapera pas. C'est évident que on ne s'attendait pas à une saison comme celle-ci. En revanche, depuis que le beau temps est revenu, il y a beaucoup de réservations de dernière minute. Ce couple venu de l'Aisne, par exemple, s'est décidé il y a une semaine. Parce qu'on attendait la météo. Savoir si on allait avoir beau, puis c'était une belle semaine. La météo, c'est le facteur qui peut faire pencher la balance. Au niveau national, le taux de fréquentation des campings a baissé d'1% par rapport à l'année dernière. Mais c'est une moyenne qui cache des disparités entre les territoires. Clairement, les régions qui progressent le plus par rapport à l'année dernière sont Provence-Côte d'Azur, Occitanie et Ardèche. Ces régions bénéficient de bons chiffres, plus 15%, plus 4%, plus 8% respectivement, parce que tout simplement la météo est bonne au cours de ce mois de juillet. Et à l'inverse, les régions qui baissent le plus, la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays-de-Loire, entre moins 10 et moins 20%. Et ce sont les clients français qui manquent à l'appel, moins 4% de fréquentation par rapport à l'année dernière, alors que les touristes étrangers sont toujours aussi nombreux. Allez, on ouvre notre page JO avec des médailles. Une médaille encore pour notre équipe de France aujourd'hui. Elle nous vient du tennis de table avec cet homme, Félix Lebrun. C'est le plus jeune des frères Lebrun, 17 ans, qui a battu le Brésilien Hugo Calderano en 4-7. Magnifique. Vraiment de la part de Félix Lebrun. C'est la première médaille en individuel pour les Français depuis 1992 avec un certain Jean-Philippe Gatien à Barcelone qui avait décroché l'argent. C'est historique et d'ailleurs son frère Alexis qui avait perdu face à ce Brésilien en a pleuré, on avait les larmes aux yeux juste après la victoire de Félix. Regardez le tableau des médailles, 42 médailles pour notre équipe de France, 12 en or, 14 en argent, 16 en bronze. Troisième au tableau provisoire. Bravo pour les Bleus, évidemment, ces exploits. C'est au Club France qu'on les suit ici pour BFM TV. Et Antoine Forestier, vous ne dérogez pas à la règle. Vous êtes sur place, notre bon soldat, dans le nord de Paris, avec peut-être ce nouveau sport qui tente de se faire homologuer, m'a-t-on dit, pour les JO. Il faut avoir le poignet souple et la main ferme. C'est le Club France, c'est une tradition française. C'est un sport qui n'est pas olympique, c'est la chenille. Et la chenille, c'est Vincent qui est ici, qui est en train d'échauffer tout le monde pour faire partir la cheveux. On va suivre un petit peu le cours, là c'est l'échauffement pour l'instant. Plus fort. Encore. Il y a BFM qui est là. Okay. Souple, faire. C'est quoi le principe là? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, je leur échauffe les poignets pour éviter de briser une chenille, c'est éliminatoire. Okay. Et là, je vais être tête de chenille et on va vous montrer ce que c'est un cours de chenille synchronisée. C'est comme la natation synchronisée mais en chenille. Okay. Et là, est-ce qu'on peut envoyer la musique s'il te plaît? Je vais être tête de chenille. Allez, il va falloir suivre au coup de sifflet et vous allez voir, on l'a vu tout à l'heure, c'est assez impressionnant. C'est parti. Derrière moi. On se tient pas. Si tu comptes faire la chouchou. Il y a des règles très précises à respecter. C'est quoi que vous dites? Souple, ferme, ça veut dire quoi? Poignet souple, main ferme. Là, on va aller atteindre le cours de chenille. Il a déjà battu des records de chenilles. C'était quoi? C'était combien à Lille? Là, on fait cadence. D'abord, je les mets en cadence avec moi. Et quand je veux dire standard, ils vont s'accrocher à mes épaules. Regardez un. Standard. C'est bon, sur mes épaules. Il a déjà battu un record, c'était à Lille, ils étaient 5000. Ici, au Club France, il y a 25 000 personnes. Alors, on lui a demandé s'il pouvait battre ce record. C'est compliqué de battre le record, on ne pourra pas faire avec 25 000. Là, on ne pourra pas, il faut 5 heures pour faire une cheveux. Là, c'est synchronisé, c'est la qualité. G, regardez, pour la gauche en l'air, D, regardez ce qu'ils font. C'est très beau, on est ensemble. Standard.
C'est un dard qui s'écrit avec 3. À quoi on reconnaît une bonne chenille? Bah, regardez, quand on est ensemble, ça, il y a un tourbillon. Ah ouais, d'accord. C'est technique. C'est technique. Là, pour l'instant, ça chenille bien. Il n'y a pas de faute technique. On est obligé. Moi, là, je discute avec vous, c'est pas prudent déjà. J'ai toute la responsabilité derrière. Allez voir les participants alors. Allez, messieurs. J'arrive. Qu'est-ce que vous pensez, cette chouchou, elle a réussi ou pas? Elle est magnifique, cette chouchou. Fierté française. C'est incroyable. BFM TV, c'est la meilleure. Les meilleurs. Ça ambiance ici tout le Club France depuis tout à l'heure. À chaque fois qu'il passe, tout le monde est sur son passage. Il a fait je ne sais combien de selfies. Pourquoi pas la chenille, un futur sport olympique? Franchement, on n'y croit pas trop. Mais franchement, vu le succès, pourquoi pas? Regardez-moi cette chenille, c'est en train de prendre forme. Combien ils sont? Déjà une centaine, quasiment une centaine. On sera loin du record. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Magnifique. On la chouchou peut-être à Los Angeles, hein, ah ouais, qui sait bon, on y croit. 2028 Allez, à c'est Los parti, Angeles. Antoine, voilà, Antoine qui est parti dans la chouchou. Magnifique, merci beaucoup Antoine Forestier, c'est génial. Le Club France, il se passe des trucs absolument dingues. Antoine qui est avec Adrien Fage, donc au Club France, porte de la place au parc de la Villette à Paris. Durant ces Jeux, il faut dire aussi qu'il y a la jeunesse qui triomphe avec des champions de la génération 2000 qui commencent à émerger. Wemby en basket, bien sûr, les frères Lebrun, Léon Marchand. Et on en parle avec Bastien Fontagneux, cofondateur de Trash Talk, média spécialisé dans le basketball qui suit et qui commente aussi les autres sports depuis le début de ces Jeux. Match très compliqué à venir ce mardi qu'on commente d'ailleurs sur notre chaîne YouTube Trash Talk. C'est vrai que ça va être très très dur parce que les Canadiens sont extrêmement forts. Après, tout peut se passer sur un seul match. Ils ont été très déçus de leur dernière performance face aux Allemands. Donc sur un miracle, on peut y croire, ouais. Alors, on a parlé de Victor Wembanyama, 20 ans. On vient de parler à l'instant, évidemment, de Félix Lebrun, 17 ans seulement, hein, qui obtient sa médaille d'or donc en tennis de table. Là aussi, c'est une nouvelle inspiration, un nouvel exemple pour la jeunesse. Oui, médaille de bronze, pardon, je dis quoi? Médaille de bronze, pardon. On aurait bien aimé l'or. Je me suis emballée. Médaille de bronze, c'est extraordinaire. 17 ans seulement. On a vu aussi Baptiste Hadis en tir à l'arc, qui a une jeunesse extraordinaire qui se met en place. Et parfois, ça vient de la famille, et parfois, ça vient du tissu associatif aussi. Beaucoup d'athlètes qui parlent du fait que lorsqu'il y a leur famille, les grands-parents, les parents qui sont dans le sport, ça se voit avec Victor Wembanyama, ça se voit avec Léon Marchand, ça se voit aussi avec les frères Lebrun, et bien tout de suite on voit cette jeunesse française qui est biberonnée par leur discipline favorite, et du coup ensuite, dès qu'ils sont en âge, ils peuvent être très performants face aux meilleurs athlètes du monde en fait. Alors, ce qui frappe avec tous ces athlètes, vous l'avez dit, notamment Léon Marchand, on a aussi bien sûr Wembanyama, les frères Lebrun, c'est cette sérénité. On a l'impression que finalement, ils ont des années d'expérience derrière eux. À la fois, ils répondent aux sollicitations, nombreuses sollicitations, et en plus, bien évidemment, ils sont présents dans leur discipline. Ils sont assez bluffants. C'est très bluffant et pour le coup il faut aussi féliciter la formation française parce que on le voit, moi je parle pour ma propre paroisse, hein, donc le basketball, la formation française est extrêmement appréciée dans le monde entier, y compris évidemment en NBA, mais ça se voit aussi dans d'autres sports, la façon dont les fondamentaux des sports sont enseignés, la façon dont les valeurs du sport sont enseignées, il y a quelque chose de très collectif qui est extraordinaire et qu'on voit sur ces Jeux de Paris 2024 qui peut que nous promettre en fait des belles choses sur 2028 à Los Angeles et 2032 en Australie, ouais. Alors Wemby, les frères Lebrun, et puis il y a également en natation, évidemment, on l'évoquait, hein, la nouvelle star de ces JO, Léon Marchand ne peut pas passer à côté. Chaque jour une nouvelle épreuve, chaque jour une nouvelle médaille d'or. Une carrière déjà hors du commun à son jeune âge. Il a, ce jeune homme, à peine 22 ans. Eh oui, vous voyez, on a des athlètes extraordinaires de 22 ans, comme je le disais, là à l'instant Félix Lebrun 17 ans, Baptiste Hadis donc en tir à l'arc qui a eu médaille d'argent en équipe à 17 ans également, donc on voit des jeunes de plus en plus qui cassent les codes, des codes auxquels on a été habitués. La France est un pays fort dans le sport, il faut continuer à booster les institutions pour donner encore plus de place à ce sport parce que les jeunes sont encore plus forts, encore plus jeunes et ça ne fait que démarrer, donc il faut les soutenir à fond. Dans l'actualité à l'étranger à présent, la situation est de plus en plus tendue au Proche et au Moyen-Orient. Au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs blessées après une attaque au couteau en pleine rue. Aujourd'hui à Holon en Israël, près de Tel Aviv. Les dernières informations sur les victimes ainsi que sur le suspect avec Élise Phillips, notre envoyée spéciale sur place.
Eh bien, on sait que qu'il y a 4 victimes en tout, dont 2 sont décédées. La première à avoir été déclarée morte est une femme de 66 ans qui se promenait dans ce parc ce matin dans la banlieue sud de Tel Aviv avec son mari quand elle a été poignardée. Elle a succombé à ses blessures peu après l'arrivée des secours. La deuxième personne qui est morte, qui a été annoncée morte par la police, est un homme. Et en plus, il y a 2 blessés plus légèrement, dont l'un a expliqué aux médias qu'il avait réussi à échapper à son assaillant après avoir été poignardé à l'épaule. Et puis on en sait un peu plus aussi, on a eu quelques détails sur le profil de cet assaillant qui a donc attaqué ces 4 personnes ce matin à 7h30 dans ce parc. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui était entré en Israël il y a 3 jours. Il ne fait pas partie d'une organisation terroriste comme le Hamas, ça c'est une information importante. On ne sait pas quelles ont été ses motivations profondes ce matin au moment de commettre cette attaque. Et Tsahal a expliqué qu'il avait a priori agi seul, pas de complice donc, mais l'armée israélienne est déjà en ce moment dans son village d'origine pour détruire sa maison, parce qu'en Israël ça se passe comme ça, l'armée détruit les maisons des terroristes pour dissuader d'autres personnes de passer à l'acte. Et donc on voit que cette attaque qui est survenue ce matin dans un contexte bien évidemment très compliqué ces derniers jours avec la montée des tensions entre l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et Israël. Oui, justement, Élise, vous êtes en train de le dire, cet événement, c'est un événement de plus encore dans ce climat déjà très très tendu dans la région, notamment depuis la mort du numéro 1 du Hamas en Iran. Oui. Oui, tout à fait. Les Israéliens, bien sûr, depuis une semaine, scrutent l'actualité tous les jours parce qu'on parle, bien sûr, de cette potentielle riposte de la part de l'Iran qui, pour l'instant, se fait attendre, entre guillemets. Les services de renseignement américains avaient annoncé qu'elle pourrait survenir dans les 72 heures. On a passé ce délai, mais cette menace est toujours bien présente et donc ces Israéliens sont dans l'attente. Néanmoins, ils continuent à vivre à peu près normalement, ici à Tel Aviv, à Jérusalem, dans le reste du pays. Tous les commerces sont ouverts, les gens continuent à vivre normalement parce que le climat est déjà assez anxiogène. Et puis hier, avec Théo Touché, on est allé de l'autre côté de la frontière, en Palestine, voir les habitants de la ville de Bethléem et comprendre un petit peu comment eux vivent aussi cette situation. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, ils vivent cette situation de la même manière que les Israéliens, c'est-à-dire dans l'incertitude, dans l'inquiétude aussi et dans l'attente. Regardez justement ce reportage que nous avons fait hier avec Théo Touché. Malgré une apparente normalité, à Bethléem, le quotidien est plus difficile ces jours-ci. Ici aussi, les Palestiniens subissent l'incertitude et la menace d'une montée des tensions dans la région. Les gens sont inquiets. Tout le monde s'attend à une guerre. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Ces jours-ci, la situation est mauvaise. Et si la guerre commence, qu'est-ce qui va nous arriver? Inquiets, certains font même des réserves pour être prêts à tenir plusieurs jours en cas d'attaque. Ces jours-ci, les gens achètent beaucoup d'huile, de paquets de riz de 5 kilos, du tahini, de la margarine, les produits de base dont on a besoin avec une date d'expiration longue. Quelques rares manifestations continuent de se tenir. Pour Rawabi, depuis le début des tensions, les relations avec les Israéliens se sont encore aggravées. Honnêtement, parler de ce sujet est sensible. Nous ne pouvons pas nous exprimer librement, mais nous espérons que toutes les guerres s'arrêteront. Moundir est le seul à accepter de nous dire ce qu'il pense de la mort du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, imputé à Israël. Comme d'habitude, Israël essaye de faire escalader la situation. C'est clair qu'avec l'assassinat d'Haniyeh, Netanyahou cherche à stopper toute négociation pour un accord. Environ 30 000 personnes vivent à Bethléem et malgré les tensions entre Israéliens et Palestiniens, il y a tout de même un sentiment commun, l'impression d'être dépendant de cette escalade que personne ne peut maîtriser. Très forte tension donc au Proche et au Moyen-Orient. Conséquence, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants présents au Liban à rentrer immédiatement par tous les moyens possibles. Regardez ce communiqué du Quai d'Orsay. Voici ce qu'il dit dans un contexte sécuritaire très volatile. Nous invitons les ressortissants français à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible. La France qui émet également ce même appel à ses ressortissants vivant en Iran. Dans l'actualité également, retour en France avec cette course-poursuite à Marseille entre une voiture et un scooter qui a tourné au drame la nuit dernière. L'un des passagers du 2 roues est mort, l'autre est dans un état critique. L'automobiliste s'était fait voler sa montre de luxe. 2 personnes ont été interpellées. Elia Morel, Nicolas Carne. La scène s'est déroulée près du quartier touristique du Vieux-Port, en plein centre de Marseille.
Peu avant minuit hier soir, 2 individus sur un scooter dérobent une montre de luxe à un automobiliste, alors au volant de sa voiture. C'est un coup, j'ai envie de dire, entre guillemets, classique pour les voleurs à l'arraché. Et là, le conducteur a poursuivi ces 2 individus montés sur le scooter. Leur course s'achève quelques mètres plus loin, sur cette place très fréquentée, où la voiture percute le scooter. Le conducteur du 2 roues décède lors du choc. Son passager se trouve dans un état critique. Après l'accident, l'automobiliste récupère sa montre et prend la fuite. 2 interpellations ont eu lieu plus tard dans la soirée, mais il ne s'agit pas du conducteur, qui est toujours recherché. On vous parle aussi de cette énorme panne informatique dans tous les hôpitaux AP-HP de la région parisienne. Plus de messagerie, plus d'accès aux principales applications internes, ni de téléphonie depuis hier matin. Rien à voir avec une cyberattaque et heureusement pas d'impact sur la sécurité des patients ni la continuité des soins. Mais toujours tout de même un retour au bon vieux papier-crayon. L'alimentation électrique du data center, heureusement, a été rétablie en début d'après-midi. Et les hôpitaux franciliens espèrent un retour à la normale d'ici la fin de la soirée, au maximum demain matin. On en parle avec vous, Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes fondateur du site Zataz, spécialiste en cyberintelligence. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, qu'est-ce qui gère ce data center, ce centre de données de ces hôpitaux de la région parisienne ? Alors un data center, ça a pour mission de stocker énormément d'informations. Donc d'abord, par exemple, des documents administratifs, mais aussi permettre de mettre en place ce qu'on appelle la VoIP. C'est le téléphone par l'Internet. Bref, ce sont des espaces de stockage et de diffusion numérique qui permettent d'éviter à l'hôpital d'avoir ça dans ses murs et de pouvoir profiter normalement d'une efficacité, pas à 100%, mais en tout cas au maximal. Ce genre de panne, ça arrive souvent ? Alors heureusement, non, ça n'arrive pas souvent, mais ça reste de l'informatique et ça reste tous ces éléments qui vivent avec quoi ? Avec l'électricité. Alors on a eu des cas bien dans le passé. Alors par exemple 2023, c'était du côté de Bourges, on a eu en 2022 aussi du côté de Vannes, Maubeuge aussi avait vécu ça en 2018. On n'est pas à l'abri d'une panne électrique. Et c'est simple, réfléchissons quand nous sommes à la maison, dans son domicile, le fusible qui saute, c'est possible à n'importe quel moment. Et bien là, avec cette informatique aussi, s'il y a un problème de courant, il peut y avoir un problème beaucoup plus grave parce que plus rien ne peut fonctionner. Alors là, vous avez cité des exemples de pannes accidentelles, de pannes électriques. Pas de cyberattaque non plus dans le cas qu'on évoque actuellement pour les AP-HP, mais c'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que les hôpitaux font partie de ces équipements qui sont particulièrement ciblés, par exemple, par des pirates ? Alors, il est très clair que tous les environnements informatiques sont visés par les pirates, qu'on soit un centre hospitalier, qu'un avocat, un journaliste ou un simple entre guillemets, utilisateur. Le pirate informatique s'intéressera à tout. Et donc, effectivement, un centre hospitalier pourrait être une cible potentielle. Mais faut-il le rappeler, on a eu énormément d'entraînement autour de nos centres hospitaliers. J'en parle souvent, par exemple, avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est de former et d'éduquer. Et il ne faut pas oublier non plus, nos centres hospitaliers, nos hôpitaux ont ce qu'on appelle le plan blanc. Ce plan blanc, c'est en cas de problématique, soit d'affluence, ou un problème externe divers et varié, comme une cyberattaque ou une panne électrique, tout ça doit permettre de relancer la machine le plus rapidement possible. Alors heureusement, là, dans ce cas, il n'y a pas d'impact sur la sécurité des patients ni sur la continuité des soins, mais il y a quand même évidemment un impact parce que tous les hôpitaux sont équipés informatiquement. Il est très clair que là, on se rend compte encore une fois, et on a eu un exemple très concret il y a encore quelques jours avec cette grande panne qui a impacté des serveurs appartenant à un géant de l'informatique aux États-Unis, qui a impacté toute la planète. Là, on le voit aussi avec nos centres hospitaliers, mais ça peut être avec n'importe qui. Le fait qu'il n'y ait plus de courant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors normalement, les hébergeurs, les data centers, ont des redondances, ont des générateurs qui permettent d'éviter ce type de problématique, en tout cas de relancer le plus rapidement possible la machine, parce qu'en face, on a des patients, en face, on a des clients, en face, on a des entreprises ou des particuliers qui, sans courant, peuvent perdre leurs documents, ne peuvent plus recevoir de patients pour un centre hospitalier, sans compter les frigos, sans compter tous ces éléments qui contiennent des produits périssables, s'il n'y a plus la fraîcheur qui est demandée. Évidemment. Merci beaucoup Damien Bancal, fondateur du site Zataz et spécialiste de cyberintelligence, de nous avoir apporté ces éclairages sur cette panne qui a affecté l'alimentation électrique des data centers de plusieurs hôpitaux des AP-HP en région parisienne. Tout de suite, l'infotrafic. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Allez, on est dans ce deuxième week-end de chassé-croisé entre Haussiens et juilletistes. Et certains ont choisi de partir demain parce que c'était compliqué ce week-end. Regardez tout de même, ce sera encore compliqué demain. Hein. Ce sera orange dans le sens des départs, mais même rouge dans le sud-est. Quant au retour, eh bien, ce sera orange sur tout le territoire. Ça est donc très vigilant sur les routes et pensez toujours à ces pauses. 20 minutes au moins toutes les 2 heures. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. La météo tout de suite.